L'aube dans l'Himalaya n'apporte aucun répit. Elle n'est ni une promesse de calme, ni un spectacle à admirer. Ici, la lumière se contente de dévoiler. Elle révèle un territoire qui ne connaît jamais de repos et n'offre aucune seconde chance. La nuit ne disparaît pas d'un coup. Elle s'estompe lentement, comme si même l'obscurité savait qu'il est dangereux de se déplacer imprudemment dans ces montagnes. Le froid persiste. Quelle que soit la hauteur du soleil, l'air reste âpre, sec, âcre. Chaque respiration demande plus d'efforts que la précédente. À près de 5000 mètres d'altitude, l'oxygène est rare. Le corps le ressent immédiatement. Les mouvements ralentissent, l'endurance diminue et la moindre erreur est fatale. Ici, la vie n'est pas automatique. C'est un combat de tous les instants. Le plateau tibétain s'étend sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés au cœur de l'Asie. Entouré de certaines des plus hautes chaînes de montagnes de la planète, il relie des régions comme l'Inde, le Népal, le Bhoutan et le Myanmar. Bien plus qu'un simple plateau, il constitue une barrière naturelle qui façonne le climat, la vie et le destin de ses habitants. Voici le Tibet, connu comme le toit du monde. Un environnement où la survie ne repose pas sur la force brute, mais sur une adaptation précise. Où chaque organisme existe parce qu'il a appris à mieux interpréter le terrain, le climat et les conditions météorologiques que ses concurrents. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous indiquer d'où vous regardez ce documentaire. Commençons donc. Commençons. Dans un lieu où la plupart des animaux luttent pour survivre, certains semblent avoir trouvé un avantage en observant d'en haut. Là, où le sol devient inaccessible et l'air raréfié, une silhouette se détache sur le ciel. Le vautour de l'Himalaya. Ce n'est pas un oiseau aux couleurs éclatantes ni au chant remarquable. Sa présence est imposante de par sa taille et son rôle. Son plumage aux nuances crème, brunes et noires lui permet de se fondre dans le paysage rocheux, les pentes arides et les sommets enneigés. Son envergure peut dépasser 3 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands oiseaux volants de la planète. Du haut d'une falaise à plus de 4000 mètres, le vautour contemple l'immensité du plateau. Ses mouvements sont toujours réfléchis, il ne court pas après des ombres. Il attend. L'image peut être trompeuse. On pourrait croire que le vautour traque sa proie, prêt à fondre dessus. Mais sa stratégie est différente. Le vautour de l'Himalaya ne chasse pas. Il profite de la situation. C'est un charognard spécialisé, un élément clé de l'écosystème de haute altitude. Sa survie dépend de la mort des autres. Et dans un territoire où chaque jour représente un défi, cette stratégie se révèle extraordinairement efficace. Son corps reflète cette adaptation. Son bec est large, recourbé et extrêmement puissant, capable de déchirer la peau et les muscles sans effort. Ses griffes, en revanche, sont relativement faibles. Il n'a pas besoin de saisir des proies qui se défendent. Ses proies ne fuient pas. L'absence de plumes sur la tête et le cou n'est pas un détail anodin. C'est un avantage évolutif. Introduire la tête dans une carcasse serait problématique si elle était recouverte de plumes. La peau nue est facile à nettoyer, ce qui réduit le risque d'infection dans un environnement où l'hygiène est une nécessité absolue. Lorsqu'un grand herbivore s'écrase sur le plateau, l'information se répand rapidement dans le ciel. Le vautour possède une vision extraordinaire. À plusieurs centaines de mètres d'altitude, il perçoit les moindres changements du paysage, une forme immobile, la réaction d'autres animaux, un rassemblement de petits oiseaux. L'un de leurs aliments les plus fréquents est le yak sauvage, un des géants du Tibet. Dès que l'occasion se confirme, le vautour abandonne sa position élevée et descend. L'atterrissage n'est pas silencieux. Leurs ailes fendent l'air et l'impact avec le sol annonce leur arrivée. Bientôt, d'autres vautours apparaissent de différents points du ciel. Il n'y a pas de désordre. Chacun occupe son espace. Le temps est compté et l'efficacité est primordiale. Un cadavre de grande taille peut être réduit à l'état de squelette en quelques heures seulement. Muscles, organes, tissus mous, tout disparaît, rien ne se perd. Sur le plateau tibétain, où l'énergie est une ressource rare, la charogne ne peut être gaspillée. Au-delà de leur rôle alimentaire, les vautours remplissent une fonction vitale.
Ils éliminent les déchets organiques qui, autrement, pourraient devenir des foyers de maladies. Véritables recycleurs de la planète, ils assurent la boucle des cycles dans un environnement où rien ne se perd. Pendant une grande partie de l'année, ils volent en petits groupes, généralement de 10 à 20 individus. Toujours aux aguets, toujours l'estomac vide. Trop manger n'est pas un avantage. La prochaine occasion peut ne pas se présenter avant plusieurs jours. À l'approche de la saison des amours, au début de l'hiver, leur comportement change. Les vautours recherchent des endroits sûrs pour nicher. Et il n'existe pas de meilleur refuge que les falaises verticales, inaccessibles à la plupart des prédateurs terrestres. Là, sur d'étroites corniches rocheuses, ils construisent des nids rudimentaires. Plusieurs couples peuvent partager la même falaise sans conflit majeur. Dans cet environnement, la coopération est plus avantageuse que la confrontation. Après environ 7 semaines d'incubation, un unique œuf éclot. Le poussin naît totalement dépendant. Pendant des mois, les adultes se relaient pour le nourrir et le protéger du froid extrême. Il apprendra à voler tard, mais lorsqu'il y parviendra, sa vie sera à jamais liée au ciel himalayen. Mais dans ces montagnes, la survie ne se résume pas à l'attente. Loin des falaises, sur les pentes abruptes et silencieuses, un autre prédateur se meut selon une logique tout autre. Parmi les rochers, les ombres et les pentes vertigineuses, un corps se fond dans le paysage, le léopard des neiges. Son pelage grisâtre, parsemé de taches irrégulières, le rend presque invisible sur la pierre et la neige. Au premier coup d'œil, il peut passer inaperçu même à quelques mètres de distance. Ce félin est l'un des chasseurs les plus efficaces en haute altitude. Ses longues pattes postérieures musclées lui permettent de bondir sur plus de 15 mètres d'un seul coup. Sur un terrain où chaque dénivelé représente un défi, cette capacité est un atout précieux. Pesant près de 50 kilos, la panthère des neiges est capable de chasser des proies 3 fois plus grosses que lui. Chèvres de montagne, bouquetins, marmottes, cerfs, rares sont les animaux du plateau qui lui échappent. Cependant, la chasse ici n'est pas facile. La densité des proies est faible et le climat limite son activité pendant une grande partie de l'année. Pour survivre, ce félin doit consommer une quantité considérable de viande chaque semaine, une tâche ardue même pour un chasseur aussi spécialisé. C'est pourquoi le léopard des neiges ne gaspille pas son énergie. Il passe la majeure partie de la journée immobile. Il se repose, dort, observe. Il peut rester inactif jusqu'à 18 heures par jour. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Le moment d'agir est à l'aube ou au crépuscule, lorsque les longues ombres favorisent le camouflage et que la proie réduit son attention. Contrairement aux autres grands félins, la panthère des neiges ne rugit pas. Son anatomie ne le lui permet pas. Elle émet en revanche des sons graves, presque imperceptibles, qui rompent rarement le silence des montagnes. C'est un animal solitaire et profondément territorial. Un seul individu peut contrôler des centaines de kilomètres carrés. L'espace y est abondant, mais l'isolement aussi. À l'approche de la saison des amours, la femelle émet des vocalisations spécifiques. Si un mâle y répond, la rencontre est brève. Après l'accouplement, chacun reprend son chemin. La gestation dure environ 3 mois. La femelle recherche des abris rocheux, des crevasses profondes ou des grottes protégées du vent. Elle y donne naissance à 1 ou 2 petits totalement dépendants. Pendant plus d'1 an, la mère sera leur unique protection. Elle leur apprendra à se déplacer, à chasser et surtout à s'orienter sur le terrain. Quand ils seront prêts, ils devront partir. Dans l'Himalaya, il n'y a pas de place pour les foules. Tandis que ces grands prédateurs règnent en maîtres sur les hauteurs, d'autres espèces ont su tirer parti du terrain pour s'y adapter. Sur les pentes abruptes, où le sol ressemble à un puzzle de roches et de graviers, un herbivore se déplace avec calme, défiant toute logique. Goudron himalayen. Son corps robuste, recouvert d'une fourrure longue et dense, est conçu pour résister au froid et au vent. Ses sabots possèdent une structure unique, un bord dur entourant un centre mou, lui permettant d'adhérer aux surfaces où d'autres animaux glisseraient inévitablement. Le goudron se nourrit d'herbes, de feuilles et de pousses. Son broutage sélectif lui permet non seulement de survivre, mais aussi de façonner la végétation alpine.
En se déplaçant, il crée des sentiers naturels empruntés par d'autres espèces. Sans le savoir, il modifie le paysage. Mais même ici, la sécurité n'est pas absolue. La panthère des neiges guette depuis l'ombre. La pression de prédation maintient l'équilibre de la population d'herbivores, prévenant le surpâturage et préservant le fragile écosystème de haute altitude. Chaque bond sur le goudron, chaque pas précis sur la roche, est le fruit de milliers d'années d'adaptation à un environnement impitoyable. Ainsi, lors de ce premier voyage à travers le toit du monde, il devient évident que l'Himalaya n'est pas qu'un simple décor. C'est un système en tension constante, un lieu où chaque espèce remplit un rôle spécifique, où la survie ne dépend pas d'une seule compétence, mais d'une combinaison précise de patience, d'efficacité et d'adaptation. En descendant des versants les plus exposés de l'Himalaya, le paysage change sans prévenir. Les rochers nus cèdent la place à des flancs de collines couverts de végétation et le vent constant s'infiltre à travers les troncs denses des grands arbres. Ici, le froid est toujours présent, mais il ne vous frappe plus de plein fouet. Il pénètre en vous. La forêt tibétaine n'est pas un refuge accueillant. C'est un milieu clos, humide et exigeant, où la visibilité est réduite et les sons étrangement perturbés. Chaque craquement semble imminent. Chaque ombre peut dissimuler quelque chose. À ces altitudes intermédiaires, la survie ne dépend pas de la domination de vastes espaces ouverts, mais de l'apprentissage des déplacements dans des espaces restreints. La stratégie change alors. Parmi les arbres couverts de mousse et les bambous, vit l'un des animaux les plus reconnaissables de la planète. Mais sa notoriété ne reflète pas la complexité de sa vie quotidienne dans cet environnement extrême, le panda géant. Au premier abord, le panda semble déplacé. Son corps massif, sa démarche lente et son expression calme contrastent fortement avec la rudesse de son environnement. Mais cette impression ne dure pas. Au Tibet, rien ne survit par hasard. Le panda géant est un spécialiste. Dans un écosystème où la compétition pour la nourriture est intense, il a choisi une voie différente, se concentrer presque exclusivement sur une seule plante, bambou. Bien qu'il appartienne au groupe des carnivores, son système digestif est adapté à la digestion de grandes quantités de fibres végétales. Cette adaptation n'est cependant pas parfaite. Le bambou ayant une faible valeur nutritive, le panda doit compenser en consommant une grande partie de son alimentation quotidienne. Il passe jusqu'à 14 heures par jour à se nourrir. Il peut consommer plus de 30 kilos de bambou en une seule journée. Tiges, feuilles, pousses, tout est utilisé. Cette stratégie présente des avantages et des inconvénients. L'abondance de bambou dans les forêts tibétaines réduit la concurrence directe avec les autres grands herbivores, mais elle oblige le panda à maintenir une dépense énergétique constante. Se nourrir n'est pas une option, c'est une nécessité permanente. Contrairement aux autres ours, le panda n'hiberne pas. Le bambou est disponible toute l'année, même sous la neige. Tandis que d'autres espèces constituent des réserves de graisse pour survivre à l'hiver, le panda poursuit ses habitudes presque inchangées. Son épaisse fourrure noire et blanche agit comme un isolant naturel. Sous cette couche de fourrure, une importante réserve de graisse contribue à conserver la chaleur corporelle lorsque les températures descendent en dessous de -10 degrés Celsius. Bien qu'il puisse paraître maladroit, le panda est un excellent grimpeur. Dès son plus jeune âge, il apprend à grimper aux arbres avec agilité. Cette capacité lui permet d'échapper aux dangers potentiels et de trouver refuge en hauteur. La vie du panda est généralement solitaire. Chaque adulte occupe un territoire défini. Les interactions avec les autres pandas sont minimes et brèves. Cet isolement n'est rompu que pendant la saison des amours, au printemps. Lorsqu'une femelle panda est en chaleur, elle peut attirer plusieurs mâles. Ce qui suit est loin d'être paisible. Les mâles se disputent le droit de se reproduire, s'affrontant à coups de bousculades, de morsures et de démonstrations de force. Pendant un bref instant, le panda cesse d'être le symbole de calme que beaucoup imaginent. Le vainqueur s'accouple avec la femelle, puis s'en va. L'élevage des petits lui incombe. Après quelques mois de gestation, naît un petit extrêmement petit par rapport à la taille de sa mère. Pendant des semaines, il dépend entièrement de ses soins. Mais le panda n'est pas le seul habitant de ces forêts. Non loin de là, parmi les hautes branches et les pentes couvertes de feuilles humides, une autre espèce se déplace selon une logique tout à fait différente. Elle ne vit pas seule, mais en groupe, le macaque tibétain.
Ces primates sont les plus grands singes d'Asie. Les mâles adultes peuvent peser plus de 20 kg et mesurer plus d'un demi-mètre. Leur corps est recouvert d'une fourrure longue et dense, adaptée aux hivers rigoureux du plateau. La couleur de leur pelage révèle des informations essentielles. Les adultes ont le pelage foncé sur la tête, le dos et les membres, tandis que leur ventre et leur visage sont plus clairs. Les jeunes, quant à eux, ont un pelage plus pâle. Contrairement au panda, le macaque tibétain n'est pas un aliment de prédilection. Son régime alimentaire est vaste et varié. Il consomme des fruits, des feuilles, des pousses, de l'écorce, des graines et des insectes. Il peut se nourrir de plus d'une centaine d'espèces végétales différentes. Cette flexibilité alimentaire est un atout crucial dans un environnement où la disponibilité des ressources varie selon les saisons. Les macaques vivent dans des sociétés complexes et hiérarchisées. Chaque groupe est dirigé par un mâle alpha, l'individu le plus fort et dominant. Il a la priorité sur la nourriture et l'accès aux femelles reproductrices. Les jeunes mâles, une fois adultes, quittent généralement le groupe. Rester reviendrait à défier le chef, ce qui se termine rarement bien. Les femelles, quant à elles, demeurent toute leur vie dans le groupe où elles sont nées. La vie sociale des macaques est marquée par des interactions constantes. Toilettage mutuel, jeux, petites querelles, tout a une utilité. Maintenir la cohésion du groupe est essentiel à leur survie, mais le pouvoir du mâle alpha n'est pas éternel. Avec le temps, l'âge diminue sa force. D'autres mâles commencent à le défier. Un changement de leader est inévitable. Parfois, lorsqu'un groupe devient trop important et que les ressources se raréfient, une scission survient. Une faction fait sécession et forme un nouveau groupe, confronté à un avenir incertain sur un territoire qu'elle ne contrôle pas encore. Tandis que ces dynamiques sociales se déploient dans la canopée, une autre histoire se déroule au sol. Une histoire beaucoup plus discrète. Dans les clairières et en lisière de forêt, un oiseau aux reflets irisés parcourt le terrain avec des mouvements précis. Le singe himalayen. Ce faisan est l'un des oiseaux les plus colorés des montagnes asiatiques. Son plumage irisé doit son éclat non seulement aux pigments, mais aussi à la microstructure de ses plumes qui réfractent la lumière et créent des reflets métalliques. Le singe passe la majeure partie de son temps au sol. Grâce à son bec puissant, il déterre racines, tubercules, insectes et graines. Cette activité, bien que paraissant simple, joue un rôle écologique important. En ameublissant la couche arable, il favorise l'aération du sol et la régénération de la végétation. Son régime alimentaire diversifié en fait un rouage essentiel de l'écosystème forestier alpin. Pendant des décennies, le monal a été chassé intensivement pour son plumage. Aujourd'hui, sa présence stable est considérée comme un indicateur de la bonne santé relative de la forêt. Là où le monal prospère, l'écosystème reste fonctionnel. Mais la forêt ne s'arrête pas là. Vivant au ras du sol, parmi les pâturages alpins et les clairières, se trouve l'un des plus petits mammifères du plateau. Sa taille est trompeuse, son impact est énorme, le brochet. Pesant seulement quelques centaines de grammes, le pika pourrait passer inaperçu. Pourtant, c'est l'une des espèces les plus importantes de l'écosystème tibétain. On trouve dans la région de nombreuses espèces de pikas, toutes semblables en apparence. Corps compact, fourrure dense et oreilles courtes. Elles rappellent un petit cobaye. Les pikas passent une grande partie de la journée à chercher de la nourriture. Ils creusent le sol à la recherche de graines, de pousses et de racines. Ce comportement aère le sol, améliore l'infiltration de l'eau et contribue à maintenir des prairies saines. Mais son véritable talent réside dans la planification. Les pikas n'hibernent pas. Pour survivre à l'hiver tibétain, ils doivent se préparer des mois à l'avance. Durant l'été, ils amassent des herbes, des mousses et des lichens qu'ils stockent dans leur terrier. À l'arrivée du froid, leur métabolisme ralentit jusqu'à 30%. Ils bougent moins, ils dépensent moins d'énergie. Chaque bouchée compte. Les terriers peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur. À ce niveau, la température est plus stable et les prédateurs ont plus de difficultés à y accéder. Les pikas sont des animaux coopératifs. Ils partagent souvent leur nourriture avec les autres individus de la colonie. Mais cette coopération a ses limites. Lorsque la nourriture vient à manquer, des conflits surgissent. Et pourtant, le pika occupe une place centrale dans la chaîne alimentaire. Pour de nombreux prédateurs, il constitue une source de nourriture essentielle.
Parmi elles, l'une se distingue par son adaptation au froid et à la rareté. Le renard tibétain. Ce renard vit principalement dans les prairies ouvertes du plateau. Son pelage épais et son corps compact sont adaptés à la conservation de la chaleur. Les températures sur son territoire peuvent varier considérablement entre le jour et la nuit. Le régime alimentaire du renard du Tibet repose en grande partie sur le pica. Des études écologiques montrent que ce petit mammifère constitue la majeure partie de son alimentation. La stratégie du renard est claire, minimiser sa dépense énergétique. Il reste souvent immobile pendant de longues périodes, utilisant son ouïe fine pour détecter les mouvements sous terre ou sous la neige. Lorsqu'il repère un brochet, il réagit promptement. L'attaque est brève et précise. En régulant la population de pica, le renard remplit une fonction écologique essentielle. Il prévient le surpâturage et la dégradation des prairies. Là où le renard disparaît, la population de pica augmente et l'équilibre est rompu. Tout est lié. Dans l'Himalaya, aucun organisme n'existe isolément. Chaque espèce influence son environnement et les autres. Et tandis que ces interactions se déroulent en silence, la forêt continue de respirer, de s'adapter et de résister. Après avoir quitté les forêts denses et les zones de transition, le paysage s'ouvre soudain. La limite des arbres disparaît, l'horizon s'élargit et le sol se transforme en une vaste étendue de prairies alpines, de douces collines et de plaines qui semblent s'étendre à l'infini. Ici, l'Himalaya dévoile un autre visage, plus grande, plus exposée, et non moins exigeante. Le vent règne à nouveau en maître. Il souffle sans entrave, emportant poussière, neige et traces invisibles. Le rayonnement solaire est intense le jour, mais la chaleur se dissipe rapidement au coucher du soleil. Les variations de température sont brutales, le corps doit s'adapter en permanence. Dans ces hauts plateaux, la vie s'organise autour d'un principe simple, résister. C'est ici que vivent les grands herbivores du Tibet, des animaux qui ne se cachent pas dans des terriers, ni ne comptent sur un camouflage extrême. Leur stratégie est différente, ils misent sur leur taille, leur force et leur adaptation physiologique. Parmi tous ces êtres, l'un domine le paysage comme aucun autre, le yak sauvage. Le yak n'a plus besoin d'être présenté. Sa silhouette est immédiatement reconnaissable. Un corps massif recouvert d'une longue fourrure sombre qui frôle presque le sol. Des cornes robustes, recourbées sur les côtés puis vers le haut. Un poids qui peut dépasser la tonne. Ce géant est le véritable symbole du plateau tibétain. Le yak sauvage peut vivre à plus de 6000 mètres d'altitude, là où la plupart des mammifères ne pourraient tout simplement pas survivre. Son organisme est adapté à ce défi. Il possède de grands poumons, un cœur puissant et un sang spécialement adapté au transport de l'oxygène en basse pression atmosphérique. Le froid extrême ne l'intimide pas. Son pelage est l'un des plus denses du règne animal. Sous cette couche de poils longs et rêches, une épaisse réserve de graisse lui sert d'isolant thermique. Même lors des nuits les plus froides, lorsque les températures descendent bien en dessous de zéro, le yak maintient sa température corporelle avec une stabilité surprenante. Contrairement à d'autres grands herbivores, le yak n'est pas difficile en matière d'alimentation. Il se nourrit d'herbes coriaces, de mousses, de lichens et de petits arbustes. Son système digestif est adapté pour extraire les nutriments d'aliments pauvres en protéines et en minéraux. Dans un environnement où la végétation est rare et pousse lentement, cette capacité fait toute la différence. Le yak est constamment en mouvement. Contrairement à d'autres herbivores, il ne migre pas sur de longues distances, mais parcourt de vastes territoires à la recherche de pâturages appropriés. Son odorat très développé lui permet de détecter les zones où la végétation est légèrement plus nutritive, même sous une fine couche de neige. Certains yaks vivent solitaires. D'autres forment de petits groupes, généralement d'une douzaine d'individus. La vie en groupe présente des avantages en hiver, lorsque le vent et le froid sont implacables. Ensemble, ils peuvent mieux protéger les jeunes et réduire les pertes de chaleur. Malgré sa taille imposante, le yak n'est pas un animal agressif par nature. Il préfère éviter les conflits. Mais lorsqu'il se sent menacé, il peut devenir une force redoutable. Ses cornes ne sont pas décoratives, ce sont des armes efficaces. Peu de prédateurs osent s'attaquer à un yak adulte. Les attaques de loups ou de léopards des neiges visent généralement les jeunes ou les individus affaiblis.
Même dans ce cas, le succès n'est pas garanti. À ce niveau de la chaîne alimentaire, le yak représente la stabilité. Il consomme de la végétation que d'autres espèces ne peuvent pas utiliser et transforme cette nourriture en biomasse disponible pour l'écosystème. Mais le yak n'est pas seul dans ces plaines. Tout près de là, se déplaçant entre les zones basses et les régions montagneuses, un autre grand herbivore parcourt le territoire selon une logique différente. Le cerf rouge du Tibet. Ce cerf est un joyau méconnu du plateau. Son corps est svelte et puissant. Les mâles peuvent dépasser les 200 kg et arborent des bois impressionnants qui peuvent atteindre plus de 70 cm de long. Contrairement au yak, le cerf élaphe du Tibet ne reste pas toute l'année dans le même type d'habitat. C'est un migrateur saisonnier qui adapte son lieu de vie en fonction de la température, de la disponibilité de nourriture et de la pression des insectes. Durant les mois chauds, il migre vers les hauteurs où l'air est plus frais et les prairies abondantes. Là, la nourriture est plus nutritive et l'activité intense. À l'approche de l'hiver, il redescend vers les régions plus basses où le froid est moins rigoureux et la végétation mieux protégée. Son régime alimentaire est varié. Il consomme des herbes, des feuilles, des pousses, des germes et même de l'écorce d'arbres. Dans les zones plus basses, il se nourrit généralement de saules et d'autres espèces d'arbustes. Chaque partie de son anatomie est conçue pour la survie. Son épaisse fourrure le protège du froid. Son museau sensible lui permet de détecter les prédateurs à distance. Ses longues pattes musclées lui permettent de se déplacer aisément sur les terrains accidentés. Mais il y a une période de l'année où le cerf rouge du Tibet change complètement de comportement, la saison des amours. Durant cette période, les mâles se disputent l'accès aux femelles. Le silence du plateau est rompu par des grondements sourds qui résonnent à des kilomètres à la ronde. C'est un avertissement, un défi. Lorsque deux mâles se rencontrent, l'affrontement est inévitable. Ils se chargent l'un l'autre, leurs bois s'entrechoquant avec une force impressionnante. Le combat est loin d'être bref. Il peut durer plusieurs minutes jusqu'à ce que l'un des deux cède. Le vainqueur obtient le droit de se reproduire. Le vaincu se retire, souvent blessé, mais vivant. Après l'accouplement, le mâle s'en va. La femelle reste seule pour faire face à la gestation et à l'élevage des petits. Pendant plus de 8 mois, elle prendra soin de sa progéniture, lui apprenant à se déplacer, à se nourrir et à reconnaître le danger. Dans ces plaines ouvertes, la pression des prédateurs est constante. La visibilité est meilleure, mais l'exposition l'est tout autant. Se cacher y est difficile. Une détection précoce est essentielle. Et cela nous amène au prochain acteur du système, le loup tibétain. Contrairement à la panthère des neiges, le loup ne mise pas sur une furtivité absolue. Sa force réside dans la coopération. Il vit et chasse en meute, une stratégie essentielle dans un environnement où les grandes proies sont difficiles à abattre. Le loup tibétain est robuste et pèse plus de 30 kilos. Sa fourrure change de couleur au fil des saisons, passant par des nuances de blanc, de gris, de brun et de jaune, ce qui lui permet de s'adapter visuellement à son environnement. La chasse sur le plateau est loin d'être une mince affaire. Les proies sont rapides, résistantes et connaissent parfaitement le terrain. C'est pourquoi la meute coordonne chacun de ses mouvements. Elle ne chasse pas impulsivement, mais avec discernement. Cerf, baral, veau de yak. Il cible les individus faibles, jeunes ou malades. Le but n'est pas une longue chasse, mais une attrition contrôlée. Un loup peut consommer jusqu'à 9 kg de viande en un seul repas. Mais de telles occasions sont rares. Les jours difficiles, les petites proies comme les pikas, les marmottes ou les lièvres deviennent des ressources précieuses. La hiérarchie au sein de la meute est clairement établie. Seul le mâle dominant se reproduit avec la femelle alpha. Cette stratégie garantit une descendance forte et unie. Les petits naissent au printemps, lorsque les conditions sont moins extrêmes. Pendant des semaines, ils dépendent entièrement de leur mère, tandis que le reste du troupeau leur fournit la nourriture. Le loup n'est pas qu'un prédateur, c'est un régulateur. Il contrôle les populations d'herbivores et prévient le surpâturage. Sans lui, l'équilibre de l'écosystème est perturbé. Et pourtant, même le loup a ses limites. Le froid, la rareté des ressources et la compétition entre les meutes font de chaque hiver une épreuve d'endurance. Tandis que les grands mammifères dominent la surface, des forces plus petites soutiennent l'écosystème depuis les profondeurs. Prairies, lichens, insectes. Tout est interconnecté. Les géants du plateau ne pourraient exister sans cette base silencieuse.
Le plateau tibétain n'est pas un lieu d'abondance, c'est un environnement aux limites étroites. Chaque espèce qui y vit occupe un rôle précis. Si l'une d'entre elles disparaît, les conséquences se propagent. Le yak assure le flux d'énergie. Le cerf redistribue la végétation. Le loup régule les populations. Dans l'immensité de l'Himalaya, on pourrait facilement croire que l'équilibre repose uniquement sur les imposants animaux qui dominent le paysage. Des géants couverts de fourrure, des félins silencieux, des troupeaux coordonnés. Mais cette impression est incomplète. Sous les sabots du yak, entre les pattes du cerf et sous les traces de chasse du loup, se cache une autre strate de ce système, celle qui s'impose non par la taille ou la force, mais par la répétition, la persistance et le nombre. Ici, au niveau le plus bas de l'écosystème, vivent les véritables ingénieurs du plateau. Le sol peut sembler immobile, mais il ne l'est pas. Sous sa surface, il respire, il bouge, il se réorganise. Et une grande partie de ce travail silencieux est effectuée par un petit animal discret, mais d'une influence extraordinaire, le brochet tibétain. Au premier abord, le pika ne paie pas de mine. Son corps compact pèse à peine plus de 300 grammes. De courtes oreilles, un petit museau et une fourrure épaisse aux nuances de brun et de gris, on pourrait facilement le confondre avec un rongeur commun. Mais sur le plateau tibétain, sa taille ne reflète pas son importance. Les pikas forment un vaste genre, comprenant de nombreuses espèces réparties sur les hauts plateaux d'Asie. Au Tibet, ils sont omniprésents. On trouve des pikas partout où poussent des prairies alpines. Leur vie s'articule autour de deux activités fondamentales, se nourrir et préparer l'avenir. Durant les mois chauds, les pikas passent une grande partie de la journée à chercher de la nourriture. Ils ne mangent pas de grandes quantités en une seule fois. Ils ramassent, sélectionnent et transportent leur nourriture. Herbes, jeunes pousses, graines, mousses, lichens, tout ce qui pourrait leur être utile plus tard leur est consommé. En creusant pour se nourrir, ils remuent constamment le sol. Ce comportement a des conséquences importantes. Le sol est aéré, l'eau de pluie s'infiltre plus efficacement, les racines des plantes reçoivent de l'oxygène et les prairies restent saines. Sans le vouloir, le brochet contribue à la santé des sols, mais son véritable chef-d'œuvre, c'est la planification. Contrairement à d'autres petits mammifères, les pikas n'hibernent pas. Lorsque l'hiver tibétain arrive, avec ses températures extrêmes et son sol enneigé, ils ne peuvent se permettre de disparaître pendant des mois. Ils doivent survivre en restant actifs, même si leur métabolisme est ralenti. Pour ce faire, ils stockent des aliments tout au long de l'été. Les terriers de brochets ne sont pas de simples trous. Ce sont des systèmes complexes avec des galeries pouvant atteindre plusieurs mètres de profondeur. À l'intérieur, la température reste relativement stable. Le vent n'y pénètre pas, les prédateurs ont du mal à s'y introduire. Là, les brochets créent de véritables garde-manger. Des tas de végétation soigneusement collectés et séchés, prêts à être consommés lorsque l'extérieur devient inhabitable. À l'arrivée de l'hiver, le pika réduit son métabolisme jusqu'à 30%. Il se déplace moins, s'aventure moins loin. Chacun de ses mouvements est calculé. L'énergie devient sa ressource la plus précieuse. Pour autant, ils ne sont pas seuls. Les pikas sont des animaux sociaux. Ils partagent leurs terriers avec d'autres individus. Souvent, ils partagent également une partie de leurs réserves de nourriture. Cette coopération augmente les chances de survie du groupe. Mais la coopération a ses limites. Lorsque les ressources se raréfient, des conflits éclatent. Certaines tribus tentent d'accéder aux réserves des autres. De brefs et intenses affrontements ont lieu, mais ils sont rarement mortels. Défendre ses provisions, c'est défendre sa vie. Lors des hivers les plus rigoureux, lorsque les réserves de nourriture sont insuffisantes, le pika recourt à des solutions inattendues. Il quitte son terrier et part à la recherche de ressources alternatives. L'une d'elles, rudimentaire mais efficace, est la bouse de grands herbivores comme le yak. Dans un environnement où la végétation disparaît sous la neige, même ces restes peuvent contenir des fibres et des nutriments utilisables. Rien n'est gaspillé, et bien que sa vie semble être une lutte constante, le brochet remplit un rôle encore plus important, celui de soutenir les autres. Dans la chaîne alimentaire tibétaine, le pika est une proie essentielle. Lorsque les grands herbivores se font rares ou deviennent inaccessibles, de nombreux prédateurs dépendent presque entièrement de lui. L'un d'eux s'est exceptionnellement bien adapté à cette relation, le renard tibétain.
Ce renard vit principalement dans les prairies ouvertes du plateau, à des altitudes supérieures à 4000 mètres. Son corps compact, sa fourrure épaisse et son museau court sont adaptés à la conservation de la chaleur dans un environnement froid et sec. Les températures sur son territoire peuvent varier considérablement entre le jour et la nuit. La nourriture n'y est pas toujours abondante. C'est pourquoi le renard du Tibet a adopté une stratégie claire, dépenser le moins d'énergie possible. Il reste souvent immobile pendant de longues périodes, assis ou couché sur le sol froid. Il ne patrouille pas sans but précis. Il écoute. Son ouïe est extrêmement fine. Elle peut détecter le mouvement d'un brochet sous terre ou sous une fine couche de neige. Lorsqu'elle en repère un, elle agit promptement. Un bond court et précis. L'attaque dure quelques secondes. De nombreuses études écologiques ont montré que le pika constitue la base du régime alimentaire du renard du Tibet dans de nombreuses régions. Cette relation n'est pas fortuite, elle est structurelle. En chassant les pikas, le renard régule leur population. Si les pikas se multipliaient sans contrôle, le surpâturage dégraderait les prairies, la végétation disparaîtrait et le sol deviendrait instable. Là où les renards sont rares, les conséquences se font rapidement sentir. Ainsi, le renard du Tibet n'est pas seulement un prédateur, c'est un régulateur écologique. Sa présence maintient l'équilibre entre le sol, les plantes et les petits herbivores. Mais même le renard n'agit pas seul. Du ciel, les rapaces patrouillent le terrain. Faucons, aigles et autres espèces profitent du moindre mouvement au sol. Pour un brochet qui commet une erreur, le danger peut venir d'en haut comme du sol. Cette pression constante oblige le pika à maintenir un système de surveillance efficace. Bien qu'il n'émette pas d'alarmes aussi élaborées que d'autres rongeurs, son comportement est extrêmement prudent. Il émerge rapidement et disparaît tout aussi vite. Le temps passé en surface est réduit au strict minimum. Et pourtant, son impact persiste. Les terriers abandonnés deviennent des refuges pour d'autres animaux, reptiles, insectes, petits mammifères. Le travail du brochet peut profiter à de nombreuses espèces, même après sa disparition. À ce niveau du système, rien n'est spectaculaire. Il n'y a ni grande scène de chasse, ni affrontement visible, mais sans cette couche invisible, l'écosystème s'effondrerait. Pendant ce temps, au-dessus de ce réseau de tunnels et de passages souterrains, les grands herbivores poursuivent leur vie. Le yak se déplace, le cerf migre, le loup chasse. Tous dépendent, directement ou indirectement, de la stabilité du sol. Et c'est ici que prend racine cette stabilité. Mais l'Himalaya n'est pas un système statique. Il change, il s'adapte, il réagit aux pressions internes et externes. Ces dernières décennies, cet équilibre a commencé à se modifier. Les températures moyennes sur le plateau tibétain augmentent plus rapidement que la moyenne mondiale. Les glaciers reculent, les ressources en eau deviennent irrégulières, les prairies se dégradent dans certaines régions. Pour des espèces comme le pika, ces changements ont des conséquences directes. Ils modifient la disponibilité de la nourriture, le sol et la structure des terriers. Lorsque les brochets diminuent, les répercussions se font sentir en profondeur. Le renard perd sa principale ressource. Les rapaces changent de territoire. Les prairies se dégradent, l'écosystème devient instable. Par conséquent, comprendre le plateau tibétain ne se limite pas à observer ces géants. Il s'agit de reconnaître la valeur du petit, du silencieux, de l'immuable. L'Himalaya ne repose pas sur la force d'un seul acteur, mais sur l'interaction de tous. Dans les forêts montagnardes de l'Himalaya, où le bambou pousse sur des pentes abruptes et où l'humidité imprègne chaque tronc, vit un habitant que l'on aperçoit rarement. Il ne domine pas le paysage par sa taille ou sa force. Sa stratégie est différente. Discrétion, équilibre et adaptation extrême. Ici vit un animal qui semble venu d'une autre époque. Un survivant silencieux dans un monde en pleine mutation. Le pandarou. Malgré son nom, le pandarou n'est pas étroitement apparenté au panda géant. En réalité, il appartient à sa propre famille et n'a aucun proche parent vivant. Il est le dernier représentant d'une lignée ancestrale qui a su survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Sa taille est modeste, comparable à celle d'un grand chat domestique. Son corps est svelte, recouvert d'une épaisse fourrure au ton roux et brun, avec des marques blanches sur le visage qui semblent destinées à briser sa silhouette dans la pénombre de la forêt. Mais sa caractéristique la plus frappante est sa queue. Longue, épaisse et annelée, elle remplit de multiples fonctions.
Elle sert de contrepoids lors des déplacements sur les branches étroites, d'abri lorsqu'elle est enroulée sur elle-même pour conserver la chaleur et de signal visuel lors de brèves rencontres avec d'autres individus. Le pandarou est un spécialiste de la forêt. Il vit principalement entre 2000 et 4000 mètres d'altitude dans des forêts humides de conifères et de bambous. La température y est rarement stable. Les nuits sont froides, même en été. Le sol est souvent glissant à cause de l'humidité et la végétation dense limite la visibilité. Dans cet environnement, la rapidité n'est pas toujours un avantage. Le pandarou se déplace avec précaution, en mesurant chaque pas. Ses pattes courtes et robustes, recouvertes de fourrure sous la plante des pieds, lui permettent de marcher sur des surfaces froides et humides sans perdre de chaleur ni d'adhérence. Contrairement au panda géant, qui passe la majeure partie de sa journée au sol, le pandarou vit dans la canopée basse. Il grimpe facilement et passe beaucoup de temps dans les arbres, où il se sent plus en sécurité. Cette capacité n'est pas le fruit du hasard. Dans un environnement peuplé de prédateurs, la hauteur offre un refuge. Le régime alimentaire du pandarou est principalement composé de bambou. Environ 60% de sa nourriture provient de cette plante. Jeunes feuilles, pousses et tiges tendres. Cependant, contrairement au panda géant, le pandarou complète son alimentation avec une variété d'autres aliments. Il se nourrit de fruits, de baies, de fleurs, d'insectes et même de petits vertébrés à l'occasion. Son système digestif, bien que semblable à celui d'un carnivore, est capable de traiter ce régime alimentaire varié. Le bambou ayant une faible valeur nutritive, le pandarou doit se nourrir fréquemment. Mais sa stratégie est différente. Il ne consomme pas de grandes quantités en peu de temps, mais s'alimente régulièrement en alternant avec de longues périodes de repos. En réalité, le pandarou peut passer jusqu'aux 2/3 de la journée à dormir ou à se reposer. Ce comportement n'est pas un signe de paresse, mais d'efficacité énergétique. Dans un environnement où la nourriture n'est pas toujours abondante et où le froid accroît les dépenses métaboliques, économiser son énergie est essentiel. Avant de commencer sa journée, le pandarou effectue un rituel de toilettage méticuleux. Il se lèche les pattes, se frotte le visage et nettoie son pelage par des mouvements répétitifs. Ce comportement contribue à maintenir l'isolation thermique de sa fourrure et à éliminer les parasites. La vie du pandarou est essentiellement solitaire. Chaque individu occupe un territoire délimité, marqué par les sécrétions de ses glandes anales et son urine. Les rencontres avec d'autres pandarous sont rares et généralement brèves. Ce n'est que pendant la saison de reproduction, à la fin de l'hiver et au début du printemps, que cet isolement est rompu. Lorsqu'une femelle est en chaleur, elle émet des signaux olfactifs qui attirent les mâles à proximité. La parade nuptiale est brève et silencieuse. Il n'y a pas d'affrontement majeur. L'accouplement est rapide, puis chacun reprend son chemin. Après une gestation d'environ 4 mois, la femelle donne naissance à 1 à 4 petits. Elle choisit un refuge sûr, une cavité dans un arbre, une crevasse rocheuse ou un nid improvisé parmi les branches denses. Les petits naissent complètement vulnérables. Pendant les premières semaines, ils dépendent entièrement de leur mère. Elle les nourrit, les nettoie et les protège du froid en les enveloppant de son corps et de sa queue. En grandissant, les jeunes commencent à explorer leur environnement immédiat. Ils apprennent à grimper avant de se déplacer avec assurance au sol. Cette progression n'est pas fortuite. Dans la forêt tibétaine, le danger vient souvent d'en bas. Bien qu'il puisse paraître inoffensif, le pandarou est confronté à de nombreuses menaces. La panthère des neiges est son principal prédateur naturel. Une rencontre directe lui serait fatale. C'est pourquoi lorsqu'un pandarou perçoit un danger, son premier réflexe est de se réfugier dans les arbres. Là, son agilité et son équilibre lui confèrent un avantage certain. Il peut se déplacer rapidement entre les branches, se fondre dans le feuillage et rester hors de portée. Si elle ne peut s'échapper, elle adopte une stratégie défensive surprenante. Il se dresse sur ses pattes arrière, redressant son corps pour paraître plus imposant. Il étend ses pattes avant et exhibe ses griffes acérées. Il ne cherche pas à se battre, mais à dissuader. Cette posture, associée à des cris aigus, peut suffire à effrayer les petits prédateurs. Mais face à un grand félin, elle est rarement efficace. C'est un dernier recours. Malgré tout, le pandarou a réussi à survivre pendant des milliers d'années dans cet environnement hostile. Son succès ne tient pas à une seule adaptation, mais à une série de décisions précises.
quand se déplacer, quand se nourrir, quand se reposer et quand disparaître. Mais aujourd'hui, cette survie est confrontée à de nouveaux défis. Les forêts himalayennes sont en pleine mutation. La déforestation, la fragmentation des habitats et le changement climatique réduisent les zones où le bambou peut pousser durablement. Contrairement à d'autres animaux, le panda roux ne peut pas se déplacer facilement entre les fragments de forêt isolés. Les routes, les zones habitées et l'élevage perturbent leur voie de passage naturelle. Chaque traversée devient un risque. C'est pourquoi le panda roux est devenu un symbole silencieux de la fragilité de l'écosystème montagnard. Là où il disparaît, la forêt perd sa continuité. Le système commence à se dégrader. Et pourtant, sa présence persiste dans de nombreux recoins de l'Himalaya. Là où la forêt demeure intacte, le panda roux poursuit son cycle ancestral, manger, se reposer, grimper, survivre. Dans cet équilibre himalayen, tous les acteurs ne sont pas visibles de loin. Certains maintiennent le système discrètement, dans l'ombre. Le panda roux ne domine pas le paysage, il ne le transforme pas, il ne le contrôle pas. Mais son existence prouve que même au sommet du monde, la subtilité a sa place. De loin, l'Himalaya paraît immobile. Un mur éternel de roches et de glace séparant régions, climats et mondes. Ces sommets semblent inaccessibles, imperméables au passage du temps. Mais cette image n'est qu'une illusion. Ici, rien n'est immobile. L'Himalaya est l'un des systèmes les plus dynamiques de la planète. Sous ces montagnes colossales, la Terre continue de bouger. Les plaques tectoniques se heurtent sans cesse, soulevant le terrain de quelques millimètres par an seulement. Un processus lent, constant et implacable. Mais aujourd'hui, le changement le plus rapide ne vient pas d'en bas. Cela vient d'en haut. Pendant des millénaires, le climat himalayen a suivi des cycles relativement stables. Les hivers étaient rigoureux, les étés courts et les saisons, malgré leur extrême variabilité, restaient prévisibles. Les espèces peuplant ces montagnes se sont adaptées à ce rythme. Ce rythme est en train de changer. Ces dernières décennies, le plateau tibétain s'est réchauffé à un rythme supérieur à la moyenne mondiale. De faibles hausses de température, presque imperceptibles à l'œil nu, engendrent des effets disproportionnés dans un environnement aussi fragile. Les glaciers, qui ont longtemps fait office de réserve d'eau naturelle, reculent. L'Himalaya abrite la plus grande concentration de glace hors des régions polaires. Ces glaciers alimentent certains des fleuves les plus importants d'Asie, l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre et le Yangtze. Des centaines de millions de personnes, bien au-delà de ces montagnes, en dépendent. Lorsque les glaciers reculent, l'impact n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Dans un premier temps, la fonte augmente le débit des rivières. Puis, à mesure que la glace disparaît, le débit diminue. Ce déséquilibre affecte l'ensemble du système. Les prairies dépendantes d'un approvisionnement régulier en eau commencent à s'assécher. La croissance des plantes devient irrégulière. Les grands herbivores doivent parcourir de plus grandes distances pour se nourrir. Leurs dépenses énergétiques augmentent. Le yak, adapté au froid, commence à subir les effets de la hausse des températures estivales. Sa fourrure, un atout pendant des millénaires, devient une source de stress thermique. Le stress augmente et sa capacité de reproduction diminue. Les cerfs modifient leur route migratoire. Ils recherchent des terrains plus élevés pour des périodes plus longues, mais ces zones n'offrent pas toujours suffisamment de nourriture. À mesure que les loups perdent des proies affaiblies, ils doivent étendre leur territoire. Les meutes se fragmentent, les conflits se multiplient, rien ne se brise soudainement. Tout évolue. Plus bas, dans les forêts, le changement est ressenti différemment. Le bambou, aliment de base du panda géant et du panda roux, est extrêmement sensible aux variations climatiques. De nombreuses espèces de bambou fleurissent de façon synchronisée puis meurent. Ce cycle naturel a toujours existé. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique modifie le calendrier. Lorsque le bambou fleurit hors saison ou meurt sur de vastes étendues, les animaux qui en dépendent sont confrontés à une crise immédiate. La migration n'est pas toujours possible. Les forêts sont fragmentées, les voies de passage sont perturbées. Le panda roux, silencieux et solitaire, est l'un des premiers à en ressentir les effets. Son monde se rétrécit. Chaque arbre abattu, chaque chemin tracé par l'homme, chaque modification de la végétation le rapproche un peu plus de la limite. Et au niveau le plus bas du système, les changements sont encore plus subtils. Les Pikas, ingénieurs du sol,
dépendent de la stabilité des prairies et de la régularité des saisons. Lorsque les précipitations deviennent irrégulières et que la neige arrive tard ou fond trop tôt, leurs cycles sont perturbés. Les terriers sont inondés. Les réserves alimentaires se gâtent. Les colonies s'affaiblissent. Lorsque la population de brochets diminue, les effets se propagent rapidement. Les renards perdent leur principale source de nourriture. Les rapaces changent de territoire. Le sol s'appauvrit. Les prairies se dégradent. L'équilibre se modifie, couche après couche. À tout cela s'ajoute une présence relativement nouvelle à ce stade. Êtres humains. Pendant des siècles, les populations humaines de l'Himalaya ont entretenu une relation étroite mais limitée avec leur environnement. L'élevage traditionnel, le pâturage saisonnier et l'agriculture de subsistance faisaient partie intégrante de ce système sans pour autant le bouleverser. Aujourd'hui, cette relation a changé. Des routes traversent des régions auparavant inaccessibles. L'exploitation minière empiète sur des zones fragiles. Le tourisme se développe, entraînant avec lui infrastructures, déchets et nuisances sonores. Le bétail domestique entre en concurrence avec les herbivores sauvages pour les pâturages. Prises individuellement, chaque intervention paraît insignifiante. Ensemble, elles modifient le système. Et pourtant, l'Himalaya n'est pas un écosystème vaincu. Malgré la pression, elle continue de fonctionner. Elle s'ajuste, elle s'adapte. Les espèces ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles modifient leur comportement, leurs itinéraires et leurs horaires. Le léopard des neiges, par exemple, étend son territoire et adapte ses habitudes de chasse pour éviter les zones habitées. Les loups modifient la composition de leur proie. Les oiseaux changent d'altitude. Le système tient le coup. Mais cette résistance a ses limites. L'Himalaya n'est pas qu'un simple ensemble de montagnes et d'animaux. C'est un réseau complexe de relations. Eau, sol, plantes, herbivores, prédateurs. Tout est lié par des flux d'énergie et de matière. La rupture d'un maillon ne détruit pas immédiatement le système, mais le fragilise. Il devient moins apte à absorber les chocs et moins flexible face à l'imprévu. C'est pourquoi ce qui se passe ici ne reste pas ici. Le sort des glaciers himalayens conditionne l'accès à l'eau pour des régions entières. La stabilité des prairies a des répercussions sur des millions de personnes qui en dépendent. La santé de l'écosystème est le reflet de la santé de la planète. Et pourtant, au milieu de ces changements, l'Himalaya demeure un lieu d'adaptation extrême. Le vautour continue de planer au-dessus des vallées, fidèle à son rôle silencieux. La panthère des neiges poursuit son rôdeur parmi les ombres insondables. Le yak avance d'un pas lent mais assuré. Le brochet creuse, emmagasine, endure. Le panda roux dort dans les branches, la queue repliée sur lui-même. La vie n'abandonne pas facilement. Ce documentaire ne raconte pas l'histoire d'un lieu lointain et inaccessible. Il offre un aperçu d'un système qui recèle bien plus qu'il n'y paraît. Il nous rappelle que les équilibres les plus importants sont souvent invisibles. L'Himalaya n'est pas seulement le toit du monde, c'est leur thermomètre, leur réserve, leur signal d'alarme. Tant que ces montagnes seront là, la vie continuera de s'adapter. La question n'est pas de savoir si l'Himalaya changera, cela se produit déjà. La vraie question est de savoir quelle marge de manœuvre reste avant que l'équilibre ne bascule trop. Le vent balaie à nouveau les plaines, la neige tombe sur les sommets. Le système poursuit son mouvement et du plus haut sommet du monde, l'Himalaya continue de veiller.